pas eu séance inaugurale de la session ordinaire de mars. C'est vendredi 15 mars à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 115 de la Constitution. Vous suivrez les raisons dans cette édition. Et à l'international, 8 mois après les coups d'État militaires au Niger, le président du Nigeria lève toutes les sanctions économiques imposées aux pays francophones. Il a donc ordonné l'ouverture immédiate des frontières du Nigeria avec son voisin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Un intervenant dans ces journaux, Dieudonné Boinali, bonsoir. Bonsoir Rachel Misenga, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je vous reviens après cette brève. Félix Tshisekedi a présidé jeudi 14 mars la cérémonie des signatures du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises. C'est le 5e avenant de cette convention de collaboration conclu en avril 2008. Selon Kinshasa, l'amendement de ces contrats rétablit l'équilibre dans ces partenariats en les rendant gagnant-gagnant entre le parti. Parmi le point d'accord figure la révision à la hausse du montant d'investissement pour les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. Cela représente la construction de plus ou moins 5000 km de route, a précisé Alexis Gisaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Dieudonné Boinali, je vous reviens par rapport à cette information. La RDC, comme nous l'avons suivi, a signé, et le groupement des entreprises chinoises ont signé en présence du chef de l'État le 5e avenant. Alors, nous aimerions savoir, Dieudonné Boinali, le nouveau contrat porte sur quoi? Bon, il faut d'abord rappeler qu'en avril 2008, la RDC avait signé avec un groupement d'entreprises chinoises les fameux contrats du siècle, dit contrats chinois. Ces contrats avaient créé beaucoup de mécontentement sur le plan international. On se souvient des pressions des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux, voire même les partenaires au développement dont l'Union européenne, qui avaient demandé à Kinshasa de revoir à la baisse ces contrats initialement de 9 milliards, puis 6 milliards, puis 3,2 milliards. Mais selon les enquêtes menées par l'inspection générale des finances, depuis 2008 jusqu'en 2023, il s'est passé 15 années. En réalité, la RDC n'a plus bénéficié que de 800 millions, près de 800 millions de dollars américains en termes d'infrastructures, dont l'hôpital du Cinquantenaire, le boulevard du 30 juin, vous avez le pont Luangue et puis le boulevard Lumumba, pour ne citer que ces infrastructures. Et puis les réclamations ont commencé du côté de Kinshasa. On a signé les premiers avenants, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, mais Kinshasa n'a jamais été content jusqu'à ce que nous sommes arrivés au 5e avenant qui a été signé hier. Kinshasa pense que celui-ci sera réellement win-win entre les groupements d'entreprises chinoises représentés par la Sino-Hydro et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Mais il y a une particularité. En avril 2008, il n'y avait que le ministre des Infrastructures, Pierre Lumbi, qui avait apposé sa signature sur ces contrats du siècle. Mais 15 années plus tard, il y a un grand témoin de l'événement, c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a voulu lui-même présider la cérémonie. Puisque le contrat porte sur les infrastructures, on aimerait bien savoir, Dieudonné Boinali, de quelle infrastructure s'agit-il? Bon, le contrat portait initialement, comme je l'avais dit, à 9 milliards. Suite aux pressions de la communauté internationale, le contrat a été ramené à la baisse à 6 milliards de dollars et finalement à 3,2 milliards. Et Kinshasa n'a jamais été content pour ces montants parce que les contrats étaient déséquilibrés. Sur le papier, c'était win-win, gagnant-gagnant. Mais en réalité, ce sont les entreprises chinoises qui ont beaucoup gagné au détriment du peuple congolais. Maintenant, Kinshasa a demandé pour qu'on puisse renégocier ces contrats. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que ces contrats représentent 7 milliards de dollars pour construire 6000 km de routes dans 15 ans en République démocratique du Congo en raison de 400 km de routes par an.
Ce contrat va permettre à la RDC de doubler son réseau routier qui ne représente qu'actuellement 5000 km de routes bitumées sur plus de 180 000 km de routes en terre battue. Alors la grande question est de savoir à quand les débuts des travaux. Bon, selon les termes de contrat qui ont fuité, les travaux de construction vont démarrer dans un mois à Kinshasa, dans les Grands Équateurs, au Kasaï oriental, dans les Hauts-Katanga et dans la richissime province du Lualaba. Donc, il faut compter 30 jours calendrier pour voir les travaux démarrer. Et surtout, il faut savoir pourquoi 30 jours dans un mois. Nous n'avons pas encore de gouvernement. On attend la nomination du Premier ministre et puis suivra la composition du gouvernement parce que le chef de l'État ne peut pas aller seul sur les chantiers, lancer les premiers coups de pioche. Il doit être entouré des ministres sectoriels, pour ne pas dire les ministres compétents, dont les ministres des Mines, les ministres des Infrastructures et Travaux publics, les premiers ministres et les autres membres du gouvernement, et les bras techniques qui sont l'Office des routes, l'OVD et les autres services de l'État. Merci beaucoup, Dieudonné Boinali, pour ces détails. Voilà, mais je voulais tout simplement ajouter, parce que les gens vont se demander, mais les infrastructures, pourquoi c'est mal les infrastructures? Parce que le pays, la RDC, c'est un pays enclavé. Il est difficile aujourd'hui de joindre les provinces. Toutes les 26 provinces que nous avons dans notre pays ne sont pas reliées entre elles. Maintenant, il est prévu la construction entre 2024 et 2025 d'une première route à Kinshasa qui ira de Mboudi en passant par Ipen, Kimwenzaga, Njili Brasserie, Avenue Njoko pour chuter à l'aéroport international de Njili. La deuxième route concerne Gombe en passant par la cité du fleuve, Massina Siforzal pour cheminer vers l'aéroport de Njili. La troisième route concerne le Congo profond. Elle partira de Mbujima, Imwenedi, Kanyamaka, Sese, Kalemi, Luena, Nguba, Kindu, Bukavu et Goma. Et enfin, la dernière route concerne Akula dans les Grands Équateurs. Cette liste n'est pas exhaustive. Merci beaucoup, Dieudonné Boinali. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette édition du journal. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République, sur instruction du président de la République, planche désormais sur l'extension du programme de la couverture santé universelle en termes de la prise en charge gratuite de l'accouchement et du nouveau-né en termes de soins, mais aussi dans la prise en charge de corps spécialisés, donc le militaire et les policiers. Pour ce faire, une réunion a été tenue ce jeudi entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et le parti prenant pour la concrétisation de cette instruction du chef de l'État. Les détails dans ces récits. Étendre le programme du président de la République sur la couverture santé universelle, c'est ce combat sur lequel le gouvernement se livre sur instruction du chef de l'État. Cette réunion a été convoquée par le Premier ministre suite au dernier conseil des ministres de vendredi dernier, où le président de la République a insisté sur la poursuite de la mise en place effective de la couverture santé universelle. Il a insisté, donc le chef de l'État a insisté sur plusieurs points. Le premier point, c'est l'extension de la gratuité des accouchements tel que prévu dans son processus initial. Le deuxième point, c'était l'extension du paquet de soins pour prendre d'autres personnes en dehors des femmes enceintes et des nouveau-nés. Et enfin, les corps spécialisés comme l'armée et la police. Au cours de la réunion entre le Premier ministre et les parties prenantes, plusieurs pistes ont été dégagées. Nous avons passé en revue tous les éléments qui permettent d'étendre la gratuité, d'étendre le paquet de soins et la prise en charge des militaires, ainsi que des policiers. Et les conclusions sont très bonnes parce qu'en fait, nous avons dégagé les différentes pistes, notamment des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge. Et c'est au Premier ministre de présenter effectivement ces travaux au Conseil des ministres pour répondre au président de la République. Ce programme de la couverture santé universelle a été lancé le 5 septembre dernier par le chef de l'État à Kinshasa dans son volet de la gratuité des accouchements et des soins du nouveau-né. Pendant que son extension poursuit son bonhomme de chemin, le président de la République a tenu, lors du dernier Conseil des ministres, d'étendre le programme dans son ensemble et c'est sur ça que l'équipe gouvernementale s'attelle actuellement. La RDC
RDC a exporté 2,83 millions de tonnes de cuivre en 2023. C'est du moins ce que rapporte le ministère de Mines dans un rapport de statistiques provisoires publié cette semaine, classant donc le pays comme le deuxième producteur mondial de cuivre devant le Pérou, dont le mines ont livré 2,76 millions de tonnes en 2023. Jojo Moulamba pour les détails. Si selon Wood Mackenzie, la production des cuivres en République démocratique du Congo devrait dépasser celle du Pérou d'ici 2026-2027, faisant du pays d'Afrique centrale le deuxième producteur mondial du métal rouge. Si ces changements de statut doivent encore être confirmés avec des statistiques définitives, il s'inscrit dans une tendance à la hausse de la production congolaise des cuivres observée depuis quelques années. En 2022, le mine des cuivres en RDC avait ainsi livré 2,36 millions de tonnes, ce qui avait déjà permis au pays de dépasser la Chine pour devenir le troisième producteur mondial de cuivre. Avec cette performance, la RDC prend de l'avance sur une prévision du cabinet Wood Mackenzie qui estimait en mai 2023 que le pays d'Afrique centrale devrait dépasser les Pérou à l'horizon 2026-2027. Alors que le Pérou s'attend à une production de cuivre de 3 millions de tonnes en 2024, notons que la RDC devra poursuivre sur sa lancée des dernières années pour maintenir ses nouveaux statuts. Pour rappel, l'exploitation du cuivre en RDC est principalement assurée par une vingtaine de sociétés, parmi lesquelles les géants chinois Kmok sur le mine Tenke Fungurume et Kisanfu, les Canadiens Ivanhoe, Akamo Wakakula ou encore les Suisses Glencore. Je l'ai annoncé dans les sommaires, il n'y a pas eu de séance inaugurale de la session ordinaire de mars, ce vendredi 15 mars 2024 à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 115 de la Constitution. Le bureau provisoire étant encore en train d'épuiser sa mission en session ordinaire. Cette séance inaugurale interviendra qu'après l'élection et l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Blessé Kouzola nous en dit plus. Conformément à l'article 115 de la Constitution, la session ordinaire de mars s'ouvre ce vendredi 15 mars à l'Assemblée nationale. Cependant, il n'y aura pas de session inaugurale. L'Assemblée nationale va poursuivre la session extraordinaire en cours jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. Du coup, la session ordinaire ne pourrait débuter qu'après. Car, d'après l'article 114 de la Constitution, l'ouverture de la session de mars sera effective parce que selon la Constitution, spécialement à son article 115, la session s'ouvre le 15 mars ou selon le cas, le 15 septembre. Mais puisque le bureau provisoire n'a pas encore fini ses missions, la séance inaugurale de la session de mars ne commencera qu'à l'installation du bureau définitif que celui-ci soit installé au mois d'avril, au mois de mai, mais avant le 15 juin. Ensuite, commencera la session de mars avec une séance inaugurale. Notons que le bureau provisoire a 3 missions à savoir la validation de pouvoir, l'élection et l'installation du bureau définitif. Tant que l'ordre du jour n'est pas épuisé, il faut poursuivre la session extraordinaire. Par ailleurs, l'Assemblée nationale était ce vendredi en plénière afin d'examiner le règlement intérieur. Une brève, toujours dans le même chapitre, Bimwala Roger, élu de Lukunga, Kinshasa, né le 30 juin 1996, et Zouzi Umba Persi, élu de Matadi, né le 4 mars 1994, désormais au bureau provisoire de l'Assemblée nationale en remplacement de Serge Bahati et Agé Moutebo Toto Moïse, invalidé par la Cour constitutionnelle. Autre chose, à présent, la ville de Kinshasa est exposée à un soleil accablant causant ainsi de fortes chaleurs qui peuvent être dangereuses pour le plus vulnérable. Mais quelle habitude adopter pendant cette période? Tentative de réponse dans ces reportages. Des températures allant jusqu'à plus de 35 degrés frappent la capitale durant ce mois de mars, entraînant des chaleurs accablantes dans la ville. Selon des experts de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat, ces chaleurs se justifient par plusieurs facteurs, notamment la baisse de l'humidité, faible évaporation, la circulation réduite du vent et le phénomène climatique du front intertropical. Face à ces chaleurs intenses, la population consomme de plus en plus de bouteilles d'eau dans la journée pour reprendre des forces. Mois de mars, donc moi vraiment eza makasi. Donc par jour vraiment soko zo mela mai, il faut mela mai ata ba 4 bouteilles.
ou 5 bouteilles pour se sentir moins un peu à l'aise. Puisque moi, je chauffe mon thème, ma kila, et je tambola rapide. Je bien. Les vendeurs ambulants d'eau voient aussi leur chiffre d'affaires grimper durant cette période. Par jour, on a 20 paquets, 30 paquets. Pour tes mots, ils en ont 500. Si on a 5 000 paquets, on a 6 000. Si on a 30 paquets, on a 30 000 à bénéfice. Selon le docteur Ig Maele, quelques attitudes nécessaires sont à adopter pour résister à cette chaleur. Pendant cette période de forte chaleur, l'attitude adoptée va reposer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord notre accoutrement. Nous devons porter les habits qui sont amples pour permettre à ce que l'air circule au niveau du corps. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut éviter de s'exposer dans les rayons solaires. Certes, nous sommes dans un pays où le travail que nous faisons nous expose beaucoup plus souvent, mais le mieux à faire, c'est de les éviter au moins possible. Et puis en plus, il faut éviter d'exercer de fortes activités physiques, parce que ça va nous exposer à dégager encore beaucoup plus d'énergie, à perdre beaucoup plus de l'air. Et troisièmement, c'est notre alimentation. Donc nous devons boire beaucoup d'eau. Boire vraiment d'eau en suffisance, parce que cette chaleur fera en sorte que nous perdions d'eau et des électrolytes. Cette perte-là doit être compensée par notre boisson. Donc nous devons beaucoup boire et nous devons avoir une alimentation qui est constituée de beaucoup de fruits et légumes, parce que c'est ce qui va nous permettre à récupérer encore certains électrolytes que nous aurions dû perdre pendant le moment de transpiration. Pour le mois de mars toujours en cours, avril et mai prochains, la Mételsat a aussi annoncé des fortes précipitations dans le pays dues à ces fortes périodes de chaleur. En sport, les Léopards handball senior dames font une belle entrée au 13e Jeux africains à Accra 2024. Les dames congolaises se sont imposées face au Bénin sur les scores de 38-16 lors de la première journée de la compétition. Suivez. Les Léopards dames de la RDC ont joué leur première rencontre de la phase de groupe du tournoi handball dames de 13e Jeux africains Ghana 2023 ce jeudi 14 mars 2024 face aux Aigles maliennes. Les Congolaises se sont imposées largement devant les Maliennes sur le score de 38-16 pour les rentrer en lice. Elles essaieront d'enchaîner avec une deuxième victoire dans leur groupe B samedi 16 mars 2024 à partir de 16h face aux Ougandaises battues de leur côté 27-38 par les Camerounaises lors de la première sortie la même journée. Notons que la RDC est logée dans le groupe B avec le Cameroun, les Mali et l'Ouganda, tandis que le groupe A regorge l'Angola, l'Algérie, les Ghana et les Burkina Faso. Signalons aussi que les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour le demi-finale prévu le 20 mars 2024. Place à présent à la page internationale. Selon les données révélées par l'association bananière du Cameroun, le producteur de bananes du Cameroun ont expédié vers le marché international une cargaison totale de 15 248 tonnes en février 2024. Ces volumes est en baisse de 937 tonnes, soit 5,8% en glissement annuel. À en croire la même source, les exportations de bananes du Cameroun avaient culminé 16 185 tonnes en février 2023. Joujou Moulamba pour le détail. Malgré l'arrivée d'un 4e producteur, les exportations du Cameroun baissent en février 2024. Cette baisse des exportations survient alors que depuis le mois de juin 2023, un nouveau producteur est arrivé sur le marché camerounais. Il s'agit de la compagnie de bananes de Mondoni qui opère dans la localité du même nom située dans la région du sud-ouest. En février 2024, cette nouvelle filiale du français Compagnie fruitière de Marseille a exporté 590 tonnes de bananes, ce qui correspond à une baisse substantielle en comparaison
avec les 946 tonnes exportées au mois de janvier 2024. Mais la compagnie de bananes de Mondoni n'est pas le seul producteur de bananes au Cameroun. On va enregistrer une baisse plus ou moins considérable de ses exportations en février 2024. La plus grosse contre-performance est à mettre à l'actif de la société de plantation du Haut-Penja. Selon les données de l'Association bananière du Cameroun, les exportations de cette autre filiale de la compagnie fruitière de Marseille qui domine le marché de la banane au Cameroun ont chuté de 7,2% au mois de février 2024. L'Association bananière du Cameroun n'explique pas la raison de cette baisse généralisée des exportations de bananes chez le producteur du Cameroun en février 2024. Même l'argument de la sécheresse peut être battu en brèche dans la mesure où la baisse enregistrée survient après une hausse de vente à l'international de 25% au mois de janvier 2024 par rapport à la même période en 2023. Principalement vendue dans le pays de l'Union européenne, la banane fait partie du top 10 des exportations non pétrolières du Cameroun. 8 mois après les coups d'État militaires du Niger, le président du Nigeria voisin, Bola Tinubu, lève toutes les sanctions économiques imposées aux pays francophones. Il a donc ordonné l'ouverture immédiate des frontières du Nigeria avec son voisin, ainsi que la reprise de vols commerciaux et la fourniture d'électricité au Niger. Suivez. 8 mois après le coup d'État militaire au Niger, le président du Nigeria voisin, Bola Tinubu, lève toutes les sanctions économiques imposées aux pays francophones. Il a donc ordonné l'ouverture immédiate des frontières du Nigeria avec son voisin, ainsi que la reprise des vols commerciaux et la fourniture d'électricité au Niger. Les exportations du Niger vers le Nigeria, notamment de bétail et d'oignons, ont considérablement diminué. Le Niger, de son côté, qui dépend des importations, a également souffert de la pénurie de produits de base, les communautés frontalières étant les plus touchées par ces sanctions. Le mois dernier, l'organisme régional d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a accepté de lever les sanctions économiques contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, qui ont tous connu des prises de pouvoir militaires au cours des 2 dernières années. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient précédemment annoncé qu'ils se retireraient de la CEDEAO après l'imposition des sanctions. Une autre manière de vous informer, c'est au travers de différents journaux parus ces matins. Place à présent à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire de Journaux Paris dans la ville de Kinshasa, c'est vendredi 15 mars 2024 avec La Prospérité qui titre en ces termes « Fraudeurs et invalidés mis en garde, la Cour constitutionnelle halte à la diabolisation de Dieudonné Kamuleta ». Ils sont tellement nombreux, ceux qui, après le travail de la Cour constitutionnelle, s'attendaient à retrouver leur siège perdu depuis la proclamation des résultats provisoires de la CENI. Mais comme il fallait s'y attendre, c'est mardi 12 mars 2024, la surprise était au rendez-vous, car, après tout, ni les fraudeurs dénoncés publiquement par la CENI, ni les autres invalidés n'y ont vu que du feu au regard de leur sort scellé définitivement, écrit le journal. Dans le même registre, le quotidien a titré « Attaque de frustrés contre la Cour constitutionnelle ou d'épée dans l'eau ». Pour nuire à la Cour constitutionnelle et ternir la réputation de juge de la haute cour dans l'opinion, des pourfendeurs s'illustrent dans la fabrication de fake news susceptibles d'être poursuivis en justice pour imputation dommageable. La déclaration prétendument attribuée au mouvement des lanceurs contre la corruption dans l'appareil judiciaire s'est avérée non certifiée par la société civile du Congo qui rejette en bloc cette déclaration qui ne l'engage pas, ni de loin ni de près, alerte les tabloïds. Dans un autre registre, Forum des As titre « Révision du contrat sino-congolais, 7 milliards de dollars pour le route grâce à la vigilance de l'IGF ». Le gouvernement et la sino-congolaise des mines Sicomine ont signé hier, jeudi 14 mars à Kinshasa, un 5e avenant du contrat d'exploitation minière et construction d'infrastructures de type véritablement gagnant-gagnant au cours d'une cérémonie présidée par le président de la République Félix Tshisekedi. On doit cette signature du contrat minier renégocié avec des groupements des entreprises chinoises au travail abattu par l'inspection générale des finances, outre la volonté du chef de l'État de remettre les intérêts de la RDC au centre de toutes les conventions signées avec des tierces. L'inspecteur général des finances est l'auteur du rapport qui a abouti à la révisitation du dit contrat. Jules Alingueté et ses hommes ont révélé un important déséquilibre dans cette convention conclue en 2008 entre le gouvernement congolais et chinois sous Joseph Kabila. Selon les sources proches du dossier, dans un mois, le travaux de construction de routes
seront lancés à Kinshasa, dans le Grand Équateur, au Kasaï oriental, au Haut-Lomami et au Lualaba. Dans la capitale, le plan en 2024 prévoit de construire une route de Mboudi-Ipen, Kimwenza-Njili-Brasserie, avenue Njoko, aéroport de Njili, puis une autre route Gombe-Long du fleuve, aéroport de Njili. À l'intérieur du pays, le projet programme l'axe Mbujimai-Moneditu, Kanyama, Kalemi, Luena, Nguba. Le quatrième axe concerne Mbujimai, Kabinda, Kindu, Bukavu, Goma. La cinquième route retenue est celle d'Akula dans le Grand Équateur. Le cinquième avenant, signé ce jour, consacre la révision du contrat dénommé Convention de la collaboration relative au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en RDC du 22 avril 2008 avec objectif principal de rétablir l'équilibre dans ces partenariats pour le rendre gagnant-gagnant entre les parties, a déclaré le modérateur de la cérémonie dans les tabloïds. À son tour, Geopolis Hebdo titre « En faisant passer le budget alloué à l'investissement pour les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars, Tshisekedi donne de jambes à la phase 2 de la convention de collaboration entre l'RDC et les GIEC. Signature le 14 mars 2024 de l'avenant numéro 5 à la convention sino-congolaise de 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements des entreprises chinoises à la Cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, le chef de l'État a présidé jeudi à Kinshasa, capitale RDC, la cérémonie de signature du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises. C'est le cinquième avenant de cette convention de collaboration conclue en avril 2008. L'amendement de ces contrats rétablit l'équilibre dans ces partenariats en le rendant gagnant-gagnant entre les parties. Parmi les points d'accord figure la révision à la hausse du montant d'investissement pour les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. Cela représente la construction de plus ou moins 5000 km de route. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'en est fini pour cette édition du 15 mars 2024. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les deux principaux titres. Il n'y a pas eu séance inaugurale de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale conformément à l'article 115 de la Constitution. Les bureaux provisoires étant encore en train d'épuiser sa mission en session extraordinaire, j'allais dire. À l'international, vous avez suivi, 8 mois après le coup d'État militaire au Niger, le président du Nigeria lève toutes les sanctions économiques imposées aux pays francophones. Il a donc ordonné l'ouverture immédiate des frontières du Nigeria avec son voisin. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Geopolis Télévision.